Quel leader serais-tu si tu t'autorisais à exprimer ce qui te tient vraiment à cœur? Quelle entreprise dirigerais-tu si sa raison d'être était alignée à celle d'un monde où l'écologie intérieure est aussi importante que l'écologie extérieure? Bienvenue dans Vivre son cœur business, le podcast qui t'aide à remettre du cœur, du sens et de la joie dans ta vie de leader. Je m'appelle Valérie Demont, j'accompagne les chefs d'entreprise d'aujourd'hui à inspirer et transformer le monde de demain. Je les reconnecte à leur identité profonde pour qu'ils l'incarnent dans leur personal branding, leur management et leur marketing. Dans ce podcast, tu trouveras des épisodes solo ou des interviews de leaders éclairés et inspirants en alignement parfait avec leur corps, leur cœur et leur esprit. Bonjour Christian. Bonjour Valérie. Merci beaucoup de me recevoir pour cet épisode. C'est mon plaisir. On va discuter de toi, de la vie, de l'entreprise. Et avant qu'on discute de tout ça, tu peux te présenter? Très volontiers. Donc, je suis Christian Petit. J'ai 59 ans. Je suis né donc il y a bien longtemps à Paris, en France. Et puis j'ai fait des études de commerce assez classiques dans une grande école parisienne avant de commencer à travailler dans la banque et puis dans les télécoms. Et j'ai rejoint la Suisse en 2000 pour rentrer chez Swisscom où je suis resté 17 ans avant de prendre la tête de Romand d'énergie en 2019. Voilà. Je suis divorcé, j'ai 2 enfants. Je vis avec une compagne qui en a 4, donc on a de quoi s'occuper. On a beaucoup de sujets, voilà, c'est assez passionnant. Je pense que c'est super stimulant d'avoir ces jeunes autour de toi. Oui, surtout que sur les 6, on va de 14 ans à 32 ans. Ouais. Donc on a une belle palette de générations X, Y, Z. Donc voilà, c'est sympathique pour pas perdre le fil, nous les vieux boomers. Ouais. Ok, et toi, donc maintenant tu es directeur général de Romand d'énergie. C'est juste. C'est quoi tes challenges, tes enjeux en ce moment? À part, alors on va pas parler de l'électricité en soi, on va parler de l'humain, si tu es d'accord. Parce que on en entend assez parler et on t'a déjà bien vu, bien entendu sur le sujet. Sauf si toi, c'est important pour toi, mais moi j'aimerais vraiment qu'on parle de l'humain et quels sont tes enjeux à toi, tes envies et ton quotidien avec les humains chez Romand d'énergie. Bah, tu sais, Romand d'énergie, c'est une vieille dame de 150 ans qui est dans un marché, comme on l'a à peine évoqué à l'instant, qui est en pleine ébullition. Donc c'est une entreprise qui doit se réinventer, se proposer quelque chose pour cet avenir un peu incertain. Et donc on a une magnifique mission potentielle, mais il faut la déployer avec le plus de cohérence et d'honnêteté possible. Et donc c'est une magnifique histoire de transformation. Donc le challenge, c'est d'emmener, comme toujours pour un leader, d'emmener les hommes et les femmes de cette entreprise avec moi sur un chemin qui est parfois nouveau. Et c'est toute la thématique du changement, comment faire évoluer sans imposer, comment grandir sans perdre des gens derrière nous, comment faire évoluer les pratiques sans qu'on perde nos racines. Ouais. C'est toutes ces questions qui se posent. Je sors d'un séminaire de 2 jours avec notre comité directeur et on a passé 2 jours à se poser la question, est-ce qu'on se transforme de la bonne manière? Est-ce qu'on sait emmener nos équipes ou pas? Et ça, c'est toujours passionnant. Moi, je me lasserai jamais de ce genre de choses. Je trouve que diriger une entreprise pour faire la même chose tout le temps, c'est de la gestion au jour le jour qui n'a pas d'intérêt pour moi. Donc ce qui est intéressant, moi j'estime que chaque dirigeant qui rentre dans une entreprise, il doit se mettre à son service en essayant de doter cette entreprise, que j'ai comparée à une vieille dame, d'une ou 2 ou 3 capacités supplémentaires pour qu'elle soit mieux armée pour le futur. Et ça s'additionne aux capacités qu'avaient développées mes prédécesseurs et à celles qu'apporteront mes successeurs. Et c'est comme ça qu'une entreprise, petit à petit, se renforce. Et toi, tu es très humain comme dirigeant. Et
Comment t'en es arrivé là, en fait? Qu'est-ce qui a fait, en fait, que tu as cette vision et que tu es ce leader éclairé, que tu as cette vision de l'entreprise? Qu'est-ce qui a contribué à créer, à faire qui tu es aujourd'hui, à révéler qui tu es aujourd'hui? Déjà, je pense qu'il y a beaucoup de dirigeants qui sont humains, mais qui sous la pression de la responsabilité et du contexte économique, ont parfois un peu tendance à laisser l'humain au placard quand ils arrivent dans leur entreprise. Ouais. Moi, mon aspiration personnelle, c'est d'être en complète cohérence et d'être le même que je sois à la maison ou en entreprise. Alors, c'est jamais complètement atteint, bien entendu, mais je crois que voilà, de se dire que l'entreprise a une telle place dans nos travail, a une telle place dans nos vies, que c'est quand même dommage de pas y inviter la vie et de ne pas vivre au travail comme ailleurs, que ça soit un terrain pour grandir, pour se développer. Et donc, mon aspiration, c'est ça, que c'est que mon énergie, ça soit une entreprise où chacun peut être fidèle à lui-même, ne pas porter de masque, se sentir en confiance pour pouvoir se développer. Alors, d'où ça me vient d'abord, moi, je crois que j'ai des racines chrétiennes. J'ai des racines chrétiennes. J'ai fait du scoutisme en France, qui est donc chez les scouts catholiques. Et quand on va à la messe et qu'on dit et que le prêtre dit chers frères et sœurs, on peut pas se dire ça le dimanche, puis le lundi arriver dans une entreprise et puis ne pas considérer que les hommes et les femmes qui sont là, c'est aussi des frères et sœurs en humanité. Ouais. Et donc, moi, j'essaie de garder toujours dans le cœur le fait que, avant d'avoir des titres, des fonctions et des rôles, on est des êtres humains au travail et que la dignité de l'être humain est la même, quel que soit son salaire, quelle que soit sa position. Et en tant que dirigeant, de reconnaître cette humanité dans chacun et chacune. C'est aussi la conviction que chaque être humain est irremplaçable, même si les cimetières sont pleins de gens irremplaçables, dans ce sens où il est unique. Et ça, c'est, je crois, le message, un des plus beaux messages, je crois, de la chrétienté, c'est de dire que finalement, on a tous un projet unique parce que Dieu nous aime et il a mis en nous une graine de lui-même. Et c'est à nous d'aller découvrir ce qui est en nous unique et de le laisser jaillir. Et je trouve ça magnifique quand le travail peut être contributeur, qu'une personne découvre en fait son génie propre, découvre ses talents. Alors il y a d'autres manières de le faire en dehors du travail, par les arts, par le sport, par la vie de famille, etc. Mais l'entreprise, c'est quand même un lieu, je crois, où on peut découvrir ses talents. A priori, c'est comme 8 heures par jour, quoi. Donc, au moins, oui. Pour un dirigeant ou pour un entrepreneur, c'est plus, mais c'est beaucoup de temps, oui. Et donc autant faire en sorte que ce temps soit bien employé et qu'on ne compte pas les heures. Et toi, comment tu considères en fait le travail, parce que on en a parlé en fait, où tu considères en fait que la vie, c'est la vie, quoi. Il n'y a pas de différence entre la vie professionnelle, la vie privée. Et donc, pour toi, le travail, c'est quoi? C'est un lieu qu'est-ce qui permet ce lieu? Oui, moi, j'ai jamais acheté la notion de séparation vie privée, vie professionnelle, parce que pour moi, c'est la vie. Ouais. Et si quelqu'un aime ce qu'il fait et qui souhaite continuer à travailler chez lui, ou voilà, c'est son droit. Et s'il veut dans la journée aller se baigner dans le lac, moi ça m'arrive, ouais. ou courir, mais grand bien lui fasse, qu'il le fasse. Donc le travail, je pense qu'il a 3 fonctions essentielles dans nos vies. La première fonction est une fonction assez basique mais très importante, qui est de nous apporter la dignité, la dignité par le salaire que l'on reçoit, et par la confiance que ce salaire va être là pour quelque temps. Ouais. Et donc de pouvoir faire des projets pour soi, pour sa famille. La dignité d'avoir avec ce salaire un toit, d'avoir la santé, d'avoir une alimentation saine. Donc tout ce qui est la base en fait d'un possible bien-être, ouais. C'est-à-dire les éléments indispensables à ce qu'on soit après, qu'on puisse construire quelque chose d'heureux. C'est la première fonction du travail. La deuxième fonction du travail, c'est à mes yeux le fait de dire que le lieu de travail, c'est un lieu de lien social. C'est un lieu d'humanité, c'est un lieu de partage. Et on l'a bien vu avec le Covid, où en fait on a été privé de ce lien physique, charnel, à la machine à café, dans les échanges. Et pour moi, c'est un lieu d'humanité. Donc
dans les études sur le bonheur prouvent que ce qui rend le plus heureux l'être humain, c'est la possibilité d'être en lien avec les autres, d'avoir des relations sociales, humaines. Et donc, le travail est un lieu, il y en a d'autres, mais est un lieu de socialisation. Et puis le dernier aspect, qui est un peu le haut de la pyramide de Maslow, hein, qui est la partie de développement personnel, je reviens à ma vision chrétienne. Bon, moi, je pense que ce monde est tellement beau qu'il a été créé par une force que j'ai du mal à nommer, mais qui est une force surnaturelle, spirituelle, avec beaucoup d'amour. Quand je vais dans la montagne, ce que j'adore faire, c'est tellement beau que c'est un acte d'amour, cette création. Puis en fait, quand on se promène, tout ce qui n'est pas nature est le fruit du travail des hommes. Cette chaise sur laquelle tu es assise maintenant, ces poutres qui ont été assemblées dans la maison ici, cette tasse de thé qu'on s'est servi avant, tout ça, c'est le fruit du travail des hommes. Ouais. Donc pour moi, le travail, c'est la possibilité de poursuivre le travail de création du créateur. Donc c'est un acte presque divin où on a la chance de continuer cette création, pour le meilleur et pour le pire, puisque les armes, la pollution, c'est aussi le fruit du travail des hommes, malheureusement. Donc, en disant ça, je dis que chaque être humain peut, dans son travail, si c'est une tâche qui l'inspire, il peut s'y développer, il peut continuer à se créer, à grandir et à créer le monde. Et c'est une tâche vraiment de réalisation. Et on peut se remplir de ça. C'est une tâche d'épanouissement personnel. Donc voilà un peu pour moi les 3 étages du travail. Donner la dignité, donner du lien social et permettre l'épanouissement de la personne. Et toi, dans ta vie professionnelle, qu'est-ce qui a contribué à faire que tu puisses vivre en fait ces trois dimensions du travail? Est-ce que tu as eu des mentors ou je sais pas, des coachs ou des collègues ou des livres en fait qui t'ont permis en fait de garder en fait ou de permettre en fait d'avoir ta vision chrétienne tout le temps avec toi? Parce que j'imagine t'es humain comme tout le monde, donc j'imagine qu'il y a des moments où c'est moins facile, donc il y a sûrement oui, c'est un long chemin, tu sais, c'est un long chemin de dévoilement. J'ai eu plein de pots d'oignons à enlever, et puis je continue à enlever je continue à en enlever, c'est jamais fini. Je crois que je suis rentré dans la vie active assez coincé dans mon costume. J'étais, je crois, je me protégeais, je laissais pas assez peu parler mon intimité, je mettais une barrière entre la vie privée et la vie professionnelle, je me livrais assez peu, et ça m'a pris du temps pour petit à petit voir que de m'ouvrir n'allait pas être une faiblesse, et que de parler de mes limites n'allait pas être un handicap, mais au contraire qu'il y avait une force dans cette fragilité, puisque j'enlevais en même temps l'obligation d'excellence chez les autres, qui est souvent paralysante. Donc ça m'a pris du temps, ça s'est fait au gré de la maturité normale de l'âge, la maturation normale de l'âge. Ça s'est fait aussi à travers des lectures. Je lis beaucoup sur mes 2 sujets de lecture préférés, c'est la crise climatique et le développement personnel et professionnel. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont accompagné sur mon chemin. Et mon premier coach qui m'a marqué quand je travaillais chez Swisscom, donc beaucoup du côté alémanique, c'était Richard Brunner à Zurich, à partir des années 2002-2003, et avec qui j'ai travaillé de nombreuses années, et qui m'a vraiment donné cette envie et ce courage d'être plus moi-même, et de travailler sur mon développement personnel avant d'essayer de faire travailler les autres. Donc ça commence par soi, le changement. Et puis il m'a donné un jour un très beau livre de Eckhart Tolle qui s'appelle Une nouvelle terre. Je l'ai lu en allemand à l'époque, puis je l'ai relu après en français. Et c'est là que j'ai pu identifier vraiment le mécanisme de l'ego, commencer un peu à comprendre, à mettre une petite distance entre l'ego et moi, et d'essayer de commencer à développer cette petite voix de la conscience qui, idéalement, même quand on est énervé, nous regarde un peu et nous évite l'autopilote et de tomber complètement dans l'inconscience. C'est-à-dire que quand tu es énervé, tu fais quoi? Tu vas t'enfermer, tu respires ou tu... Alors j'ai la chance de ne jamais m'énerver au bureau, parce que en fait les relations là-bas
sont quand même des relations qui vont moins en profondeur malgré tout que des relations familiales. Donc c'est souvent le challenge, c'est plus à la maison avec les enfants, avec voilà, c'est là il peut y avoir des remarques ou des événements plus qui touchent plus. Mais je m'énerve, je suis assez soupolette, c'est-à-dire quand je m'énerve, ça monte vite, mais ça redescend assez vite. Et après, je crois que j'ai ce talent. Ouais, j'ai cette qualité de savoir m'excuser assez vite quand j'ai blessé, ce qui peut m'arriver. Voilà, donc je laisse jamais, j'aime pas rester sur une dispute, donc je peux être capable le soir même ou le lendemain de m'excuser. Et puis voilà, c'est reparti. C'est comme un éclair dans le ciel et après il fait de nouveau beau. Après le soleil, après l'orage. Voilà. Alors, tu as parlé de Nouvelle Terre. Qu'est-ce que tu lis en ce moment ? Est-ce que tu lis beaucoup ? Alors, en ce moment, j'ai toujours 2-3 livres en parallèle, mais en ce moment, je relis le rapport Meadow dans sa version 3, qui redécrit bien, en fait, tous les mécanismes du changement climatique. Et donc ça, c'est toujours assez fascinant. Et puis au niveau du développement personnel, je suis bien avancé dans le livre de Hubert Joly sur toute son expérience de management des grandes entreprises, où il a mis aussi toute son humanité. Donc voilà, je ressors de vacances, donc j'ai pu lire quelques romans plus légers. Voilà, c'est toujours agréable. Et donc, je crois qu'il y a quelqu'un qui a vraiment marqué ta vie professionnelle. T'es venu en Suisse avec lui, si je me rappelle bien. Tu veux dire 2 mots, en fait, sur cette personne qui a compté pour toi ? Oui, tu parles de Carsten Schlotter. Donc, écoute, quand j'ai décidé de quitter la banque en 1993 en France, j'étais dans la cafétéria, je me rappelle, j'ai vu tous ces gens qui mangeaient, je les ai trouvés plutôt gris et ternes. Puis je me suis dit, non, je veux pas rester toute ma vie dans un environnement où finalement, dans la banque, c'est un beau métier, hein, c'est un métier noble, mais enfin, on passe quand même son temps à porter des jugements sur l'activité des autres pour leur donner des prêts. J'ai dit non, je voudrais faire quelque chose d'autre. Et puis, c'était le début des télécommunications mobiles. Et donc, je me suis intéressé à une société qui se crée en France au moment où le Natel démarrait. Et puis, le jour où j'ai vu le chasseur de tête, après, il m'a fait rencontrer le client et le garçon qui m'a ouvert la porte. C'était un Allemand de 30 ans comme moi, blond, des yeux bleus magnifiques, totalement bilingue, francophile et francophone. Et c'était Carsten. Voilà, on s'est rencontrés comme ça. Et c'était un instant saisissant, quoi, parce qu'il m'a embarqué tout de suite dans sa vision de cette entreprise à créer. C'était une start-up avec, je crois que j'étais la 15e personne à rentrer. Et quand j'ai quitté 7 ans plus tard, on était 500. Et on a eu la chance ensemble de connaître toute la croissance du marché du mobile. D'abord, moi, lui après est parti en Allemagne, moi je suis resté en France, mais dans le même groupe, avec le même job de part et d'autre de la frontière, qui était celui de monter tous les services clients. Et c'était passionnant parce c'était un travail de pionnier. Et puis en 99, moi j'ai quitté mon poste de directeur général à Paris. Et mon rêve c'était de rentrer chez Michelin. Donc j'ai écrit chez Michelin. J'ai eu le bonheur d'être retenu, donc je suis rentré à l'école des cadres chez Michelin, Clermont-Ferrand. Donc j'ai déposé les clés de la Mercedes du directeur général. J'ai acheté une Renault 5 à l'époque, où je sais plus ce que c'était comme voiture. Et puis 2 mois après, j'étais en train de monter les pneus la nuit à l'usine à Clermont. Et à ce moment-là, lui, il venait de passer chez Swisscom et d'arriver à Berne. Et il m'a appelé en disant, Christian, qu'est-ce que tu fais dans le pneu? Dans le pneu, tu vas t'ennuyer. C'est une industrie qui bouge pas beaucoup. J'ai besoin de toi à Berne. Viens, on va faire des choses intéressantes. Puis comme Michelin, j'étais dans cette école de cadre et puis ça durait 4 mois. Et puis il m'avait pris, mais sans savoir pour quelle fonction en fait. Hein. Et Michelin recrute, c'est ça qui est beau chez eux, sur la personnalité plus que sur un poste. Et il m'affectait pas en fait. Alors, j'avais mon épouse à Paris avec les enfants qui voulaient savoir où on allait aller. Moi, tous les jours, ça changeait un peu d'affectation. Puis j'avais Carsten au bout du fil qui me disait viens me voir à Berne. Donc finalement, on a décidé de passer un week-end en Suisse. On est allé à l'hôtel à Fribourg. Il m'a invité aussi chez lui.
Voilà, il habitait déjà sur le canton de Fribourg à l'époque. Et puis j'ai fait 2-3 entretiens à Berne avec des collègues potentiels. Et le challenge m'a plu. Et sur les créneaux du château de la Gruyère, mon épouse m'a dit, écoute, décide ce que tu veux, mais décide. J'en ai marre de cette incertitude. Et ma vie a basculé professionnellement. J'ai décidé de quitter Michelin après 4 mois et d'arriver en Suisse, ce que j'ai fait le 1er juin 2000. Et j'ai passé 17 ans chez Swisscom, dont 13 ans avec Karsten, que j'ai eu la chance de suivre, qui m'a accueilli après dans la direction générale en 2007. J'ai dirigé le segment des grands clients et après le segment entreprise. Et au moment où j'ai quitté le segment des petits clients privés pour les entreprises, malheureusement, c'est là que le décès de Karsten est arrivé. Il s'est suicidé peu avant ses 50 ans. Il m'avait dit toujours qu'il ne travaillerait pas au-delà de 50 ans, donc il a tenu promesse. Mais je ne pensais pas qu'il allait le faire comme ça. Et j'étais en Asie avec mon fils. J'ai été convoqué à un call avec la direction générale et la présidence. Et puis, dès que je suis rentré dans le call, j'ai compris. Il n'était pas là et j'ai compris qu'il s'était passé un drame. Donc, j'ai interrompu les vacances. Je suis rentré précipitamment et pendant 3-4 jours, j'ai passé mon temps à prendre des gens dans les bras, dans tous les centres d'appel. Les gens avaient des portraits de lui sur leur bureau. Il était très aimé comme patron d'entreprise, très charismatique. Et je lui dois beaucoup parce qu'il m'a appris l'amour du client, l'excellence. Il était très exigeant, mais toujours avec pour la bonne cause. Il s'en prenait jamais personnellement aux gens. Toujours en essayant de concilier les attentes des collaborateurs, du client, de l'actionnaire. Et je lui dois beaucoup en termes d'apprentissage. Et bien en même temps, il m'a laissé avec plein de questions parce que j'étais son plus ancien collaborateur probablement, 20 ans de collaboration. Et j'ai jamais pu comprendre pourquoi. Et je me suis toujours reproché de ne pas avoir peut-être posé la question supplémentaire qui lui aurait permis de se livrer. C'était un homme assez fermé malgré tout. Et donc voilà, un suicide, ça interroge énormément l'entourage. Et puis maintenant, depuis, j'essaye d'être fidèle à un certain nombre de choses. Et puis j'ai développé après mes propres valeurs. Donc j'ai pas fait des emprunts que chez lui, mais chez lui, j'ai appris ce que je disais tout à l'heure, oui. Waouh. Ouais, ça laisse une empreinte, quoi. Même quand tu me le racontes, ça touche, quoi. C'est beau. Oui, la vie est un voyage où tu es dans un train, il y a des gens qui montent dans ton train et il y a des gens qui descendent de ton train. C'est le cas d'un divorce, c'est le cas d'un deuil, c'est le cas de... Voilà, et c'est toujours l'occasion dans ces séparations de mesurer en fait le cadeau que nous ont fait les gens qui nous ont accompagnés pendant tout ce temps. Ouais, c'est beau, c'est beau de le voir comme ça. Enfin, moi, je me dis toujours, ces séparations-là, elles arrivent toujours pour une bonne raison, parce qu'il y a quelque chose à en retenir, en fait, à apprendre. Et puis eux, ils ont, peu importe comment ça s'est passé, ils ont fait leur chemin ici, quoi. Oui, c'est toujours... c'est le genre d'événement qu'il ne faut pas juger dans l'instant, parce que c'est après, en fait, qu'on se rend compte de l'apprentissage de la vie. Moi, j'ai été licencié très violemment par Swisscom en 2017. Et sur le moment, on a de la colère, il y a de l'incompréhension, surtout quand c'est peu ou mal motivé. On a un sentiment d'injustice. Et après beaucoup d'années aussi. Et après beaucoup d'années, oui. Mais en fait, il ne faut pas juger sur le moment. C'est après qu'on se rend compte que c'était pas par hasard et que ça a permis en fait une nouvelle envolée, des apprentissages. Et donc voilà, je pense que il faut se garder de juger les choses trop vite dans la vie. Ça, c'est une leçon que j'ai apprise. Et voilà, c'est un peu une petite minute de philosophie. C'est intéressant ce que tu dis. Puis aussi le fait que on a le droit de changer d'avis, quoi. Parce que sur le moment, t'as tes sentiments, t'as une réaction, peu importe l'émotion que tu vis.
et quelques temps après, ça a le droit de changer, quoi. Donc, comme tu disais tout à l'heure, si tu t'énerves pour quelque chose, après tu vas t'excuser, et voilà, quoi, si tu blesses. Donc, ça fait aussi partie de nous humains, mais on peut aussi apprendre à le gérer tout de suite, quoi. Et ça, je pense que ça fait partie du chemin. Dans cette recherche aussi, d'excellence dont je parlais tout à l'heure, il y a beaucoup de dirigeants qui ont le sentiment que s'ils avouent une faiblesse ou un doute, le monde entier va s'écrouler autour d'eux et le regard qu'on leur porte va changer. Puis en fait, je me rappelle de ce dessin, je sais plus si c'était Jacques Faisan qui avait fait ce dessin dans le Figaro, le lendemain de l'élection de François Mitterrand en France, qui a été quand même pour la moitié du pays un séisme. Il avait fait un dessin avec la Tour Eiffel en disant, quelqu'un se mettait à la fenêtre en disant, tiens, c'est drôle, la Tour Eiffel est toujours à la même place. Donc en fait, quand je pense souvent à ça, quand voilà, j'ose avouer une faiblesse ou une erreur, je me dis, mais finalement, le lendemain, la Tour Eiffel sera toujours à la même place. Donc c'est pas du tout un drame de dire les choses. Et au contraire, je crois que ça exprime de nous une part d'humanité, de non-perfection. Donc ne pas avoir le complexe de Dieu. On parlait de ça hier avec nos directeurs. Et on n'est pas parfait, donc oui, on peut se tromper. On a des faiblesses, on fait des erreurs de jugement. Et quand on le dit, on se fait du bien à soi, mais surtout on fait du bien aussi à l'entourage. Parce que voilà, on montre que perfection n'est pas de ce monde et que si le dirigeant est faillible, tout collaborateur a aussi le droit de faire une erreur. Et ça, c'est le début de la fin de la culture de la peur. Ouais. Tu crois que c'est ça, en fait, qui empêche les dirigeants de, tu vois, on reviendra sur LinkedIn tout à l'heure, quoi, mais de s'exprimer, ou qui ont, tu vois, cette sorte enfin, tous ces murs de protection autour d'eux, c'est la peur d'être faillible, vulnérable, ou de se tromper, ou de montrer une forme de... Mais je crois qu'il y a plein de poncifs sur le pouvoir et sur l'autorité. Et je crois qu'on confond parfois... le masque, le fait d'avoir une personnalité lisse, la volonté de perfection, on croit que ça renforce notre autorité. Ouais. Et je crois que l'autorité, elle vient pas de là. L'autorité, elle vient, l'autorité naturelle, pas l'autoritarisme, elle vient, je crois, de la cohérence qu'on dégage en tant que leader. Je crois que les collaborateurs, de plus en plus, sentent, scrutent, sont à l'affût d'un écart entre ce que le dirigeant pense, ce qu'il dit et ce qu'il fait. Ouais. Ouais. Et donc, comme en plus on est dans une société de plus en plus transparente, puisque il y a plus de bureaux, on se voit à travers des médias, etc. Donc finalement, on est toujours observé et scruté. Donc ça devient impossible de porter un masque et d'avoir des moments. Donc moi je crois qu'il faut essayer d'être le plus soi-même possible. Et à ce moment-là, on est totalement cohérent. Les Anglais disent woolness. Et ça, c'est un sentiment. Quand on arrive à ça, on n'est plus on n'est plus sur ses gardes. On est vraiment. Et puis quand on fait un faux pas, de le dire et de savoir s'excuser. Ouais. Et ça, je crois que c'est l'âge qui apprend ça finalement, parce que quand on est jeune, on a plus de mal à laisser parler ses sentiments, sa personnalité. On essaye encore de se conformer. L'éducation qu'on a reçue est encore présente. Puis vers l'âge de 40 ans, je crois que c'est le poète qui disait à 40 ans, on devient qui l'on est. Donc voilà, je crois qu'avec la maturité de la vie, on arrive à se dire, finalement, je suis comme je suis, et puis c'est très bien comme ça. Et dans ton comité de direction, tu as des jeunes ou ils sont tous matures sur la vie? On a une belle diversité d'âge et de genre, oui. Ils sont ouverts à tout ça. Comment ils sentent, en fait, tu vois, cette image du dirigeant? Parce qu'ils sont dirigeants aussi. J'ai été assez inspiré par cette étude qu'a faite Google il y a quelques années sur leurs 400 ou 500 équipes de par le monde. Ils se sont posé la question de savoir qu'est-ce qui rendait une équipe performante. Puis ils ont posé pas mal de questions et il y a eu plusieurs raisons qui expliquaient ça. Et la raison principale, c'était que les personnes de ces équipes disaient que quand ils se sentaient
dans une zone qu'on appelle une zone de sécurité psychologique, c'est-à-dire une zone où on peut être soi-même, où on peut exprimer ses doutes et ses peurs, où on est en confiance pour pouvoir se livrer, parce qu'on sait que ce qu'on dit va rester dans le cercle et ne pas être utilisé contre nous après. Donc des équipes où il n'y a pas de politique et de posture, c'est le critère numéro 1 pour la performance des équipes. Ouais. Donc dans l'équipe de direction de Romande Énergie, on essaye modestement de vivre ça, donc on s'est mis en chemin depuis quelques années, et on travaille toujours et encore sur ça. On se fait accompagner aussi, on se retrouve ensemble régulièrement pour pouvoir se réaligner ensemble, se dire les choses. Là, on entame une démarche de 360 où chacun va pouvoir donner du feedback à l'autre. Ouais. Et ça nous permet, je crois, d'être en confiance et même les plus jeunes directeurs ou directrices découvrent en fait c'est possible d'être soi-même. Et oui, je crois que la prise de conscience se fait. Après, chacun, plus ou moins loin, bien sûr, dans ce qu'il ose partager. Mais c'est OK, c'est une invitation, c'est jamais une obligation. Wow. J'adore. Donc on a nos petits rituels pour ça. Chaque comité directeur, on fait d'abord un tour d'inclusion où chacun m'a dit comment il se sent et s'il y a quelque chose qui l'entrave pour être vraiment présent ce jour-là. Ouais, donc dans tous les pans de sa vie en fait. Voilà, c'est tout à fait libre de dire ce qu'il a envie de dire pour pouvoir être pleinement là. Et souvent, il suffit de le dire pour être... par après, c'est posé et on peut de nouveau être présent. La plus belle, le plus beau cadeau d'un manager à une entreprise, c'est pas son temps, c'est la qualité de sa présence. c'est fou parce que... moi, j'apprends ça parce que pour moi, c'est tellement important d'être, tu vois, en présence avec mes clients. Donc, si je suis pas bien, je me permets de déplacer les rendez-vous. Parce que je pourrais pas donner le meilleur de moi, même après évidemment si c'est un workshop ou tu vois une conférence ou voilà, mais vraiment un meeting comme ça 1 à 1, si je suis pas au top de ma forme, je dis écoute, je suis pas bien, donc je serai pas 100% présente avec toi. Et ça, je le tiens en fait après le décès de mon père, en fait, je me suis rendu compte que les moments quali que tu as avec ta famille, tu vois, c'est tout d'un coup, je me suis dit, mais mon fils, il a 10 ans, j'ai bossé comme une tarée. Alors, bien sûr, développement personnel, tout ça, j'avais déjà fait plein de trucs, tu vois, mais je me disais, mais en fait, j'ai pas été là. C'est pas moi qui lui ai appris à attacher ses lacets, à couper sa viande. C'est des détails, tu me diras. Et donc, du coup, maintenant, je veux quoi ? Je veux être présente quand il a besoin, quoi. Donc, je veux pouvoir tout lâcher. Et la même chose pour mes clients, s'ils ont besoin, tu vois, de pouvoir échanger ou que mon fils, il a une peine de cœur ou qu'il revient parce qu'il s'est énervé au basket ou voilà, d'être là pour écouter puis d'avoir cette qualité du moment, quoi. Et c'est le temps, en fait, là, je crois, la chose la plus précieuse qu'on peut offrir aux gens dans la qualité de la relation, quoi. Tout à fait. Le premier livre si on revient sur Eckhart Tolle, qui l'a rendu célèbre, c'est Le pouvoir du moment présent. Et c'est ça, c'est vraiment avoir la capacité d'être là maintenant. Ouais. Et je crois que c'est ça, la qualité de la présence. Un enfant comprend bien que ses parents ont une activité, qu'ils peuvent pas toujours être là. Donc plus que la durée qu'on passe avec lui, c'est la qualité du moment qu'on a. Et souvent on est absorbé, on ressasse les problèmes de la journée, on se met le nez dans le journal ou dans le smartphone. Moi le premier. Moi aussi, et ça ils le ressentent. Donc oui, tout à fait. Je pense que c'est une bonne leçon de vie. Après, alors pour ceux qui n'ont pas d'enfants, voilà, mais je trouve que c'est un super miroir, ces enfants, puis une belle leçon de vie par rapport à, tu vois, parce que la famille, c'est un petit écosystème, l'entreprise, c'est un grand écosystème, mais si on peut amener ça, nous, humains, tu vois, avec nos collègues, ceux qui sont assis à côté de nous, ou en tant que manager ou dirigeant, dans l'équipe, c'est beau, quoi, quand même, et ça change tout. Alors, les jeunes parents, qui ont la chance d'avoir un bébé, te disent souvent que quand ils rentrent, ils n'ont pas le choix. Le bébé, il est là, il est vraiment dans le moment présent. Ouais. Et lui, il se fout il conscientise même pas que ses parents travaillent. Et donc, il les prend tout de suite dans sa vie. Et ils disent souvent que ça permet ces merveilleux moments de déconnexion. Ouais. Et moi, qui suis maintenant âgé, qui n'ai plus bien sûr de jeune enfant, je le retrouve avec mon chien. Parce que finalement, le chien, quand tu rentres, il est tellement heureux, il te fait la fête, il te met tout de suite dans le moment présent, et lui aussi, il s'embarrasse de rien d'autre que juste être là avec lui. Et quand je vais marcher en montagne le week-end, et je vais le faire demain, et je me réjouis parce que je l'observe et je vois que
il est complètement dans sa promenade. Probablement, il n'a pas conscience de ce qu'il faisait la veille, ce qu'il fera tout à l'heure. Mais dans la promenade, il est à fond dedans, il ressent toutes les odeurs. Et moi, ça m'aide en le voyant, je reviens aussi dans le moment présent. Donc c'est magnifique. T'es pensé en fait pour t'as un petit moment où tu peux gentiment les éteindre. C'est ça. Voilà. 30 secondes ou 5 minutes quoi. Couper la boîte à penser. Exactement. Ouais. C'est top. Ouais, c'est cool. LinkedIn, t'es un des dirigeants de Suisse romande, un des seuls presque, à vraiment t'exprimer beaucoup sur LinkedIn. Pourquoi et comment ça t'est venu? Tu fais tout seul? T'es aidé? Mais moi, j'ai envie de prendre le mot réseau social au premier degré. Donc, c'est vraiment un réseau social. Ouais. Et donc, pour moi, c'est pas un lieu de virtualisation des rapports humains. C'est un lieu où on peut vivre ce lien social dont je parlais tout à l'heure et ces relations qui font en fait le sel de la vie. Alors, je me suis focusé. Je ne suis présent que sur LinkedIn. Donc, les autres réseaux sociaux, j'ai même pas de compte dessus. Voilà. Parce que je trouve que c'est un réseau professionnel qui est encore de bonne qualité, même si je trouve ça c'est comme tout le reste, c'est quand même influencé par la dégradation générale du savoir-vivre et du savoir dialoguer ensemble. Ça reste quand même un lieu où on peut dialoguer de manière assez respectueuse. Et j'y trouve vraiment la possibilité de sentir un peu l'état d'esprit des gens. J'apprends des choses dans les commentaires qui me sont faits, les remarques qui sont faites. Ça m'oblige souvent à aller creuser davantage un sujet que je maîtrise pas bien. Et puis, je suis régulièrement sollicité par des gens pour une rencontre, notamment par des jeunes, des étudiants. Et je me fixe toujours comme règle d'essayer j'y arrive pas tout le temps, mais d'essayer de boire un café une fois par semaine avec quelqu'un qui m'a sollicité. Et alors je suis obligé de choisir parce que maintenant je suis malheureusement trop sollicité, surtout par des coachs ou par des fournisseurs. Donc là je peux plus suivre. J'avoue honnêtement que parfois j'ai même honte, mais je peux pas donner réponse. Par contre, j'ai eu des belles rencontres. J'ai même pu faire 2-3 recrutements. Et ça, je trouve, c'est précieux. J'aime bien quand la relation digitale devient aussi une relation en vrai. Ouais. Je sais pas si tous les deux d'ailleurs on s'est connus comme ça, mais maintenant on est physiquement ensemble dans cette pièce. Je t'ai contacté sur LinkedIn parce que je voulais t'interviewer et puis aussi notamment justement sur cette expression LinkedIn parce que moi j'ai beaucoup de clients qui ont envie en fait de pouvoir s'exprimer comme toi. Et des fois, ils me disent, oui, mais est-ce que c'est vraiment lui qui écrit ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui écrit pour lui? Puis, moi, tu vois, parce que ça fait un moment que je te suis, que je regarde ce que tu fais, tout ça, et je me dis, mais c'est pas possible, ça peut pas être quelqu'un qui écrit pour lui. Et puis, je serais tellement triste, tu vois, si c'était pas toi. Et du coup, je leur dis, mais non, je suis sûre que c'est lui. C'est pas... Donc, après, j'aurais dit, non, mais... Vous savez quoi, je vais le contacter, je vais lui poser la question. Non, alors je te confirme, voilà. J'écris moi-même mes posts. Parfois c'est un peu réfléchi, parfois c'est plus sur une intuition. Il peut m'arriver, la seule chose que je me permets de faire, c'est quand je parle sur des faits assez précis, assez scientifiques, j'aime bien parfois demander à tel ou tel expert si ce que j'écris va être juste. Voilà, donc je vérifie quand même un minimum les faits que j'avance. Mais sinon, c'est toujours moi qui les écris. Et puis, voilà, j'y prends toujours beaucoup de plaisir. Je le fais souvent le week-end. Et voilà, donc non, il y a personne qui... Et j'ai la chance d'ailleurs d'avoir un service de communication qui me laisse faire, qui m'a encore jamais engueulé. Je vais leur botter les fesses si t'engueulent. Non, mais on a besoin en fait. Puis tu vois, je trouve que c'est un super signal en fait pour tes collaborateurs aussi, pour les collègues, tout ça. Dire, allez-y, exprimez-vous aussi parce que vous avez on a tous quelque chose à dire. Et puis plus vous serez en fait, tu vois, là en fait, c'est vraiment une période sensible au niveau de l'énergie. Donc plus on sera
plus vous serez nombreux à sensibiliser, mieux ce sera. Et je pense que le service de communication, on en a besoin de ça aussi, des collaborateurs, tu vois, qui relayent ce que vous faites. Là, je voyais que vous avez fait des sortes de workshops ou d'ateliers dans les écoles. Donc, je pense que c'est bien si ça vient pas que du service communication, puis c'est pas juste aseptisé, puis une pub, tu vois. Donc, je trouve que c'est important quand les humains de l'entreprise, ils peuvent s'exprimer. Et si toi, tu vois, tu peux servir de modèle, en fait. C'est inspirant d'avoir un patron qui s'exprime, et ça t'encourage aussi. Oui, en même temps, il faut trouver la bonne expression, parce que on est quand même dans un canton, et en Suisse, on n'aime pas trop les têtes qui dépassent. Donc, je dois faire attention. Je pense qu'à certains moments donnés, je m'exprime trop. Les médias aussi sont parfois demandeurs, et puis surtout en ce moment, avec la séquence qu'on vient de vivre là pendant 10 jours, avec l'augmentation des prix, les risques de pénurie. Et donc, on peut très vite saturer l'espace médiatique aussi. Donc, ça m'arrive de refuser aussi des interviews, des demandes d'interviews dans des médias qui sont peut-être trop grand public. Voilà, ce qui compte, c'est pas ma personne. Ce qui compte, c'est l'entreprise, c'est ce qu'elle a à dire sur le marché. Et moi, j'essaie d'être un bon porte-parole. Et puis des fois, je m'exprime en mon nom. Ça aussi, c'est une question qui m'est parfois posée. Qui s'exprime? Est-ce que c'est le CEO? Est-ce que c'est le citoyen ou la personne? Et c'est pas toujours facile de séparer les choses, donc je le fais par la signature. C'est-à-dire que quand je signe en tant que CEO du groupe, c'est vraiment la voix du groupe. Et c'est plutôt la minorité des postes. Sinon, je m'exprime en mon nom. Et j'essaie d'être un citoyen libre. Et voilà, j'ai la chance jusqu'à présent d'avoir aussi un conseil d'administration qui me laisse faire ça, ce qui est pas évident. Clair. Parce que je suis quand même patron d'une entreprise en main publique. Et c'est pas évident. Je mesure ma chance de pouvoir avoir cette liberté de ton que je me donne. Mais c'est aussi à moi de trouver les limites, ne pas faire de politique, ne pas aller sur des sujets qui sont complètement hors de ma compétence. Même si parfois je me permets une indignation sur tel ou tel sujet ou une colère, parce que une sainte colère, comme on dit dans la Bible, ça fait jamais de mal. Oui. Moi, et puis, moi, je trouve que ça te rend humain et accessible. Donc, c'est cohérent avec la personne que t'es, quoi. Mais moi, j'aimerais chacun jugera. Voilà. Enfin, voilà. Mais moi, j'aimerais qu'il y ait plus de dirigeants, en fait, qui puissent s'exprimer de manière alignée. Voilà. Merci beaucoup, Christian. Merci, Valérie, de ta visite. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à prendre une action, un engagement envers vous-même, vos collègues, vos partenaires ou encore votre entreprise. Car tout commence et se poursuit un pas après l'autre. Si vous avez apprécié cet épisode de podcast, encouragez sa diffusion en le partageant avec les personnes qui comptent pour vous et donnez-lui des étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute favorite. Pour être certain de recevoir tous les épisodes, abonnez-vous à notre newsletter sur greenheart.business/newsletter.